C'est un voyage exceptionnel que l'on fait tous, mais sans forcément s'en souvenir. Les rêves, un voyage mystérieux, pourtant indispensable pour notre santé mentale. Alors comment s'en rappeler, comment les interpréter? La clé peut-être avec notre invité ce soir, Guillaume Jacquemont. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste scientifique au mensuel Cerveau et Psycho et auteur de ce livre passionnant, La science des rêves, s'en souvenir, les interpréter, les piloter. C'est chez Flammarion. Alors d'abord, le rêve, ça nous concerne tous. Et pas seulement quelques dizaines de minutes par nuit, comme parfois on le pense, on peut rêver des heures et des heures chaque nuit. Tout à fait, ça c'est dans les découvertes modernes, c'est quand les chercheurs font dormir des gens en laboratoire et qu'ils les réveillent 10-20 fois par nuit, ils se rendent compte que très souvent, ils ramènent un rêve qui va être plus souvent dans certaines phases de sommeil, mais globalement, ils pensent qu'on rêve beaucoup pendant presque toute la nuit en fait. Donc, combien d'heures environ? Probablement au moins 5 ou 6 heures. 5 ou 6 heures de rêve. Voilà, et c'est une sorte de grand voyage mental dans lequel on part chaque nuit et qui s'efface aussitôt parce qu'on ne ramène que quelques bribes le matin. 95% des rêves, j'ai bien lu votre livre, 95% des rêves sont oubliés. Tout à Donc les fait. gens qui disent « moi je rêve pas », ça c'est faux. A priori, c'est faux, oui. Les oublient. C'est plutôt qu'ils n'arrivent pas à s'en souvenir. Et effectivement, il y a des techniques très simples pour s'en souvenir et les experts pensent que s'ils appliquaient ces techniques, les 3 quarts du temps, ils arriveraient à retrouver ces rêves. Ah bah alors donnez-nous ces astuces. Comment on fait pour essayer de se rappeler de nos rêves ou même de s'en souvenir? Alors, la première règle, c'est tout simplement de s'y intéresser. On se rend compte que les personnes qui s'intéressent à leurs rêves, qui y portent attention, vont s'en souvenir beaucoup plus souvent que les autres. Et donc, juste le matin, se poser la question, est-ce que j'avais un rêve en tête? Qu'est-ce que j'avais en tête? Comme ça, on arrive à reconstituer des choses. Et l'étape suivante, c'est de tenir tout simplement un carnet de rêves. Donc on les note. Tous les matins, vous les notez, vous pouvez les enregistrer aussi sur votre téléphone. Et en faisant ça, on s'aperçoit qu'en quelques jours, quelques semaines, le nombre de rêves dont on se souvient est vraiment multiplié. Et c'est un effet assez spectaculaire, assez rapide. J'ai découvert en vous lisant que les rêves évoluaient avec l'époque et Tout à fait. dans les années 50, on rêvait en noir et blanc. On rêvait en noir et blanc. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une certaine continuité entre notre vie mentale du jour et notre vie mentale nocturne. Et en noir et blanc, dans les années 1950, donc la télévision était en noir et blanc, donc l'imagerie mentale des gens était un peu en noir et blanc. Et on se rendait compte qu'ils rêvaient beaucoup en noir et blanc. Aujourd'hui, beaucoup moins. On rêve quoi? On rêve en couleur? On rêve en couleur. On rêve en couleur. Chez les jeunes, c'est même 95% des rêves qui sont en couleur. Chez les personnes un peu plus âgées, il y a encore quelques rêves en noir et blanc. Mais aujourd'hui, on rêve surtout en couleur. Oui. À quoi ça sert de rêver? Est-ce que ça a une fonction Alors, physiologique ou psychique? il y a toute une série de fonctions qui ont été proposées. Notamment, ça nous permettrait de digérer les émotions difficiles qu'on vit. Les analyses de grands corpus de rêves dans des banques de rêves ont montré qu'il y a 2 fois plus d'émotions négatives dans les rêves que d'émotions positives. Et on pense que ça nous aide à mieux les accepter, à un peu pacifier tout ça. Ça nous aiderait aussi à simuler tout ce qui peut nous arriver, et notamment ce qui peut nous arriver de pire. Comme si on se préparait finalement Comme si on se et ça nous préparait permettrait de nous exactement. adapter à la vie qu'on a ou qu'on peut Voilà, avoir. exactement. C'est une sorte de grande simulation virtuelle, en fait, les rêves. Et il y a des expériences comme ça qui montrent que, par exemple, les étudiants qui vont rêver de leurs examens, souvent sous forme de cauchemar, vont en fait mieux les réussir. Donc, Oui, c'est pas un rêve prémonitoire comme on peut non, parfois le croire. c'est pas Ça, un c'est la rêve légende. prémonitoire. Beaucoup de gens, effectivement, croient qu'on a des rêves prémonitoires. C'est Euh, plutôt l'inverse en fait. C'est plutôt l'inverse, c'est que ça simule tout ce qui peut nous arriver. Et d'ailleurs, parfois, quand même, ce qu'on a simulé va effectivement se produire. C'est sans doute ça qui donnera cette impression. On estime que 95% des gens ont déjà eu un sentiment de déjà rêver, c'est-à-dire de Oui, vivre déjà vu dont quelque chose, voilà, ouais. dont ils avaient rêvé la nuit. Et c'est probablement pour ça. Et donc après, il y a plein d'autres fonctions qui ont été postulées pour les rêves, notamment c'est une source de créativité, parce que dans vos rêves, il va se produire plein d'associations, ça va brasser des choses et ça va donner plein d'idées nouvelles. Oui, il y avait une artiste qui nous disait moi je rêve et ensuite ça me donne des idées de peinture et de tableaux. Exactement, c'est assez courant en fait chez les artistes. Il y a une chercheuse américaine qui pense qu'il y a plus de la moitié des écrivains qui vont puiser les idées dans leurs rêves. Et il y a plein d'anecdotes célèbres. Par exemple, Paul McCartney aurait trouvé la mélodie de Yesterday en rêve. Il se serait réveillé, aurait été étonné que cette chanson n'existe pas déjà. Incroyable. Et donc aussi bien les artistes que les scientifiques, ils puisent beaucoup d'idées. Est-ce qu'on peut décoder ou est-ce qu'il y a une manière en tout cas de bien décoder ces rêves? On parle de l'interprétation des rêves. Voilà, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut savoir là-dessus? Alors oui, c'est un domaine qui est assez controversé parmi les scientifiques, mais beaucoup le pensent qu'on peut
interpréter ou en tout cas donner du sens à ses rêves. Après, je dirais qu'il y a 3 niveaux sur lesquels on peut donner du sens. Le premier, c'est de retrouver les briques de construction du rêve. Parce que nos rêves qui ont l'air de venir de nulle part, en fait, on sait que c'est des mélanges de plein de petits bouts de notre vie qui sont tordus, mélangés dans d'improbables scénarios. Et donc, une première façon d'interpréter, pour moi, c'est de retrouver ces briques de construction. Et des choses qui ont l'air de venir vraiment de nulle part vont soudain prendre un sens. Si vous avez rêvé, je ne sais pas, d'un éléphant dans un train, vous allez vous apercevoir que vous avez regardé un documentaire animalier la veille et que vous avez pris vos billets de train et que le rêve a un peu mélangé tout ça. Et c'est quand on associe autour de, par exemple, l'éléphant ou le train, qu'on peut ensuite, finalement, avoir une interprétation intéressante, peut-être. Voilà, alors c'est ensuite, effectivement, se pose la question du scénario et de comment le rêve a associé et pourquoi il a associé comme ça. Et donc, un deuxième niveau d'interprétation, c'est justement ces fonctions dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que notre cerveau serait calibré pour rêver de certaines choses. Et si vous rêvez, par exemple, de vos examens, c'est parce que votre cerveau serait calibré pour rêver des pires choses qui peuvent vous arriver. Et donc ça, c'est un deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est quel scénario précis vous avez rêvé et pourquoi vous avez rêvé de ce scénario. Par exemple, alors le psychologue Jacques Montangero, qui a élaboré toute une méthode d'interprétation que je cite dans le livre, il va citer l'exemple d'un jeune cadre qui rêve d'être devant une toute petite porte et de laisser passer tout le monde. Et donc pourquoi il a rêvé de ce scénario-là précisément ? Et pour lui, ça met en place nos façons de réagir, nos façons intimes de penser. Et ce jeune cadre s'est aperçu, en analysant ce rêve, qu'en fait, il s'interdisait toute attitude compétitive au quotidien et que peut-être il devrait un peu plus travailler là-dessus. Alors justement, on peut travailler sur les rêves, on peut aussi interférer dans un rêve et maîtriser son rêve, comme si on prenait le volant d'un rêve. Vous appelez ça le rêve lucide, qu'est-ce que c'est ? Voilà, alors j'appelle ça, c'est dans le milieu scientifique, on appelle ça le rêve lucide, en effet. C'est un état très particulier, assez fascinant, où on se rend compte soudain qu'on est en train de rêver, et on devient capable de diriger un peu les événements. Si vous avez envie avec toutes les possibilités du rêve, si vous avez envie de vous envoler, de vous transformer en n'importe quoi, vous pouvez. Et ça, effectivement, c'est étudié depuis 30 ou 40 ans. Et on peut s'entraîner pour prendre le contrôle de son rêve. Voilà, il y a toute une série de techniques. Alors, l'une d'elles, la plus ancienne, c'est tout simplement de s'entraîner à l'éveil, de se demander si on est en train de rêver. Parce qu'à l'éveil, ça vous semble logique, mais pendant votre sommeil, vous allez rêver de trucs absolument incroyables sans vous poser une seule question, un seul moment, la question « est-ce que c'est bizarre ?» Et donc, juste 5 ou 10 fois par jour, en se demandant est-ce que je rêve ? Est-ce que je rêve ? Voilà. Je me pince pour savoir que je ne rêve pas. Pincez, ou vous faites ce qu'on appelle des tests de réalité. Par exemple, vous passez votre main droite à travers votre main gauche. Si vous êtes en train de rêver, ça va passer tout seul. À l'éveil, ça va être plus dur. Donc là, on s'entraîne quand on est éveillé et quand on dort ensuite. Et voilà, et 5 ou 10 fois par jour, si vous faites ça, vous avez plus de chances, quand vous rêvez, d'automatiser ce questionnement et de penser à le faire. Et ça, en quelques semaines, ça ne marche pas tout de suite en général, mais en quelques semaines, chez beaucoup de gens, ça donne des résultats. Et après, il y a toute une série d'autres techniques un peu plus exigeantes où il faut se réveiller au milieu de la nuit. Donc, ça demande un peu plus d'entraînement. De une dernière question très rapidement. Alors, on a parlé des rêves, mais les cauchemars. Est-ce que c'est grave de faire des cauchemars ? Alors ça dépend, c'est pas grave d'avoir des émotions négatives parce que comme je vous disais, il y a beaucoup d'émotions négatives dans les rêves et c'est même plutôt quelque chose de bénéfique qui nous aiderait à les digérer. Après, quand les rêves deviennent vraiment très perturbants au point de vous réveiller toute la nuit, au point d'avoir une humeur sombre, effectivement là on considère que c'est un trouble et qu'il faut s'y attaquer et il y a des techniques qui marchent très bien pour ça. C'est pas très connu parce qu'il y a à peu près les 2 tiers des gens qui pensent que leurs cauchemars ne sont pas soignables, mais en fait, c'est soignable, il y a des techniques qui marchent très bien. On peut guérir de ces cauchemars. Voilà. Merci Guillaume Jacquemont. Et pour en savoir plus, ce livre passionnant, La science des rêves, s'en souvenir, les interpréter, les piloter, c'est chez Flammarion. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.